Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des escars. D'abord ce qu'est une escar, les différents types d'escars et surtout comment les prévenir et comment faire en sorte donc du coup qu'il n'y en ait pas ou en tout cas les limiter. Tout d'abord une définition. Alors je parle d'une escar, hein, c'est bien féminin une escar, pardon. C'est une ulcération profonde, persistante dû à la nécrose secondaire à l'interruption de la vascularisation d'une zone, principalement cutanée. Alors, ulcération, ça veut dire perte de substance, ça veut dire perte de matière. C'est soit au niveau cutané, soit enfin perte de peau ou de muscle, ça peut être aussi, ou d'os quand c'est très profond. Lié à une interruption de vascularisation d'une zone. Quand on est alité de façon continue ou en position assise, en tout cas quand on est en appui sur une zone, enfin donc que ce soit au niveau cutané, au niveau des fesses ou au niveau du dos ou peu importe les différents points d'appui. Les petits capillaires ici. Alors un capillaire, je vous rappelle, c'est ce qui arrive au niveau de l'extrémité des artères. Donc il y a les artères, les gros vaisseaux, après les artérioles et les capillaires, c'est la zone de contact en fait avec le réseau veineux. C'est là où vont se faire les échanges gazeux. Donc chaque cellule, chaque organe, il va y avoir tout un réseau de capillaires. C'est là où donc du coup les échanges vont se faire. Donc en temps normal, c'est à ce niveau, les échanges gazeux se font à ce niveau. Donc l'oxygène va dans les tissus et les capillaires récupèrent après le CO2, donc les déchets des différents organes. Donc après ça repart dans la circulation générale par le réseau veineux. Donc quand on a un point d'appui, on verra peut-être sur un autre schéma tout à l'heure, mais au niveau des capillaires, les capillaires vont s'écraser. Donc du coup, les échanges gazeux ne vont pas se faire. L'oxygène va être bloqué en amont et donc cette zone, ce tissu ne sera pas oxygéné. Un tissu qui n'est pas oxygéné va finir par mourir. C'est comme nous, de toute façon, en général, quand on ne respire plus, ben, on finit par mourir. Un tissu, un organe, c'est la même chose. Donc au final, une zone qui va nécroser, euh, alors ça peut être un tout petit endroit, on va dire bon, c'est pas bien grave, mais quand la zone est quand même plus élargie, parce qu'un point d'appui c'est pas qu'une cellule qui nécrose, c'est toute une zone, ça va finir par faire donc constituer une escarre. Alors plus ou moins importante en fonction de la grosseur de la zone d'appui et aussi de la durée de l'appui. Et ça, on verra ça un petit peu tout à l'heure. Donc, bien souvent, la compression se fait sur une saillie osseuse. Donc, comme je le disais, soit au niveau sacrum, ça peut être au niveau des ischions, ça peut être les trochantères, ça peut être l'occiput, donc du coup l'arrière du crâne, ça peut être les talons, enfin toute zone en fait osseuse en appui sur un support dur. Alors le support dur, ça dépend du support, mais tout simplement ça peut être un matelas. Bien sûr au sol, une personne tombe depuis un petit moment, elle peut se relever avec des escarres. Quand on les retrouve elles sont tombées depuis quelques heures, on les retrouve que le lendemain par exemple. Ça peut être sur un fauteuil aussi, un appui qui est pas prolongé. Ça peut être quelque chose qui s'est inséré sous les fesses d'une personne ou sur le dos d'une personne qui est resté en appui depuis un petit moment. Voilà, ça peut être tout ça qui va stopper l'irrigation du sang en fait et donc constituer petit à petit une escarre. Alors au niveau des facteurs de risque, c'est surtout quand une personne va rester en position euh, immobile, on va dire, exercer une pression continue et excessive. Mais le plus important en fait, c'est aussi la notion de durée et d'intensité.
La durée, c'est quand une personne va rester assise ou allongée ou dans cette position pendant un bon petit moment. Donc du coup, la compression va être plus longue. Après, en intensité, c'est sur un choc du coup qui va du coup exercer une compression importante, forte, mais la vascularisation va être coupée et ne va pas se rétablir de suite. Donc du coup, ça peut être une chose importante aussi à ce niveau. Après, il y a des personnes qui vont avoir des troubles de la sensibilité et ou de la mobilité. Alors, ça va arriver dans les maladies neurologiques, hein, style AVC ou problème aussi de diabète. Donc, du coup, en fait, ces personnes peuvent avoir un problème de sensibilité, c'est-à-dire qu'en fait, les capteurs de la sensibilité ne vont plus être fonctionnels. Il peut y avoir aussi donc tout ce qui est, pardon, hémiplégie sur beaucoup, ou paraplégie surtout aussi, hein. Les personnes n'ont plus aucune sensibilité au niveau du bas du corps et donc du coup vont pas sentir qu'il y a une lésion qui va se faire. En tout cas, avant la lésion, quand même, il va y avoir en général une douleur. C'est ce qui nous fait bouger en fait quand on est assis sur les fesses ou autre. Ça va nous faire bouger parce qu'en fait, il y a une petite douleur qui va apparaître. Les personnes qui vont avoir des troubles de sensibilité en fait ne vont pas ressentir cette douleur, donc au final vont rester en appui dessus. Bien sûr aussi il y a les personnes qui ont des troubles de mobilité, donc aussi paraplégie, hémiplégie ou bon tétraplégie bien sûr, hein, ceux qui ont la totale vont faire que vont pas réussir à se mobiliser et donc du coup vont déclencher du coup des complications. Personnes qui ont été opérées aussi du squelette vont avoir des difficultés à se mobiliser avec ceux qui ont une attelle par exemple de jambe ou un plâtre ou qui vont avoir été opérés d'une fracture de hanche par exemple. La douleur peut être source aussi d'immobilisation et donc du coup être un facteur de risque aussi pour les escarres. Personnes qui ont du diabète. Le diabète en fait va à la longue entraîner des difficultés, des déficits au niveau neurologique, surtout au niveau des extrémités. Pas que, mais ça commence par là et pareil peuvent déclencher donc des escarres sans s'en rendre compte. C'est surtout le cas au niveau enfin c'est souvent le cas au niveau des pieds et voilà donc les malperforants plantaires à la base c'est aussi des escarres. Les troubles de la conscience ou de la démence. Alors la conscience, c'est sûr qu'une personne alitée, en coma ou autre, vont avoir plus à risque de déclencher des escarres, d'une part parce que ils sont alités de façon continue et ne vont pas avoir de mouvements qui vont faire que pourront échapper un petit peu à la pression, aux zones de pression. Donc voilà, à risque de démence, et ils peuvent rester en appui sans s'en rendre compte, pareil. Il y a des personnes qui sont démentes qui vont être du coup plutôt en hyperagitation et ne faire que bouger. Voilà, donc du coup, ceux-là seront moins à risque, mais il y a des personnes qui justement vont être plutôt repliées sur eux-mêmes et donc voilà, être en situation de risque. Après, il y a des personnes qui présentent aussi des troubles vasculaires. Alors de base, si on a aussi des artères qui se bouchent un petit peu par des plaques d'athérome, alors les plaques d'athérome c'est constitué de tabac, de goudron, enfin voilà, des choses qui vont boucher les artères. Donc du coup, si on a des artères déjà qui sont un petit peu souffrantes, pour peu qu'on rajoute un petit peu de pression par-dessus, ça va être un petit peu compliqué. Alors au niveau des facteurs de risque, il y a aussi les mauvaises positions. Alors, imaginez, on l'a toujours vu, une personne qui, au lieu d'être bien assise, est complètement avachie. Alors, vous ne me voyez pas trop parce que du coup, ça sert à rien que je fasse. Euh, En fait, quand elle est avachie un petit peu dans son fauteuil, les fesses, au lieu d'être posées comme ça, vont être sur un étirement comme ça. Donc, du coup, ça peut entraîner des cisaillements et donc entraîner des troubles à ce niveau. Alors, juste pour vous donner une idée, une personne assise
normalement, les capillaires sanguins sont droits, il n'y a pas de souci à ce niveau, ça passe comme il faut. Une personne qui est avachie, je prends cet exemple au niveau cutané, au niveau des fesses, mais c'est pareil à tous les niveaux, hein. Donc les vaisseaux capillaires, on voit qu'ils sont étirés et donc du coup peuvent finir par se rompre, ou en tout cas, vu qu'on voit que la vascularisation, enfin c'est beaucoup plus étroit, la circulation, les échanges gazeux se font beaucoup moins bien, donc du coup peut y apparaître des nécroses à ce niveau. Pareil, c'est pareil, ça on en parlera pas après, quand on fait des préventions d'escarres sur les personnes qui ont déjà des troubles cutanés à ce niveau, la circulation se fait moins bien, et quand on fait une prévention d'escarres, normalement, on frotte juste comme ça, voilà, pour activer un petit peu la circulation au niveau des capillaires. Si on arrive à frotter sur des zones qui sont déjà fragiles, et que du coup, au lieu d'y être trop doucement, on y va un peu trop fort, on peut entraîner ce type de cisaillement. On en reparlera tout à l'heure. Facteur de risque au niveau aussi par rapport à l'état cutané de la personne. Quand il y a des problèmes de macération, personnes qui sont incontinentes urinaires, fécales, en période estivale, de la transpiration aussi peut entraîner déjà des troubles cutanés et donc favoriser des problèmes d'escarre. Donc mauvaise installation aussi au niveau des dispositifs médicaux, des lunettes à oxygène qui sont trop serrées, qui sont la personne est en appui couchée sur le côté sur la lunette peut entraîner donc du coup des escarres. Les sondes urinaires, c'est pas rare malheureusement d'avoir des problèmes cutanés liés à la sonde urinaire, sur la sonde en elle-même ou la tubulure, ou même des fois le site de prélèvement. Donc du coup, je ne sais pas si vous voyez, il y a la sonde urinaire, après il y a la poche, le tuyau de la poche, et là en fait il y a un petit zone un petit peu plus rigide où en fait quand on fait enfin les infirmiers font des prélèvements d'urine, peuvent directement prélever à ce niveau. C'est un peu plus rigide, donc du coup pour peu que la personne soit mal installée ou positionnée dessus ou autre, ça peut être source d'escarre. Donc il faut faire très attention. Alors, on parle de sonde urinaire parce que du coup, c'est ce qui est le plus courant, mais ça peut être aussi sonde nasogastrique ou sonde d'alimentation par gastrostomie ou autre. Enfin, tout appareillage peut entraîner des escarres si mal positionné. Bien sûr, une personne qui est déjà maigre ou dénutrie ou dénutries, déjà sont des personnes qui vont avoir des saillies osseuses plus importantes, donc du coup le moindre appui peut être du coup source de compression. Voilà. Alors les localisations les plus courantes où on a souvent le plus d'escarres. Alors je vais faire de la tête aux pieds, même si c'est pas par ordre n'importe de fréquence. Et à l'occiput, comme je disais ici, ça arrive quand on est appuyé hop, sur la tête. Ça peut arriver assez rarement quand même, heureusement. Surtout chez les enfants. Voilà. La cause, je ne sais pas pourquoi poser les enfants ou autres, mais ça peut arriver. Il faut faire attention à ce niveau quand même. Ne pas l'oublier sur les préventions d'escarres comme dans tous les cas. Alors, les coudes. Les gens qui sont en appui couché sur les avant-bras, une saillie osseuse au niveau du coude, pour peu qu'il soit en appui sur le matelas, que le matelas ne soit pas adapté, ou on appuie tout le temps sur l'accoudoir du fauteuil. Il faut faire attention, il faut être vigilant à ce niveau. Le sacrum, ici, donc du coup là c'est les coudes, ouais, bon, du coup on ne les voit pas, c'est pas grave. Le sacrum, que ce soit en position couchée ici ou en position assise, comme je disais tout à l'heure, saillie osseuse, du coup on le voit ici, hein, le sacrum, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup, à ce niveau, on a moins de tissu cutané, moins de tissu musculaire, donc du coup, au final, on a les saillies qui sont un peu plus proéminentes. Donc voilà, on peut assez facilement déclencher une escarre à ce niveau. Les ischions.
Alors l'ischio c'est quoi? C'est ça. En fait, ce sont les petits os du bassin sur lesquels quand on s'assoit. Voilà, on est en appui sur les ischions. Donc c'est surtout en position assise qu'on peut déclarer une escarre à ce niveau. Donc être vigilant à ce niveau. Les trochantères. Alors, j'ai mis ici cette petite photo pour savoir ce que c'est un trochantere. En fait, le trochantere, c'est pas le bassin, c'est les fémurs. Donc c'est vraiment l'arête ici de l'os du fémur quand on est en alitement sur le côté. Alors, changer de position, c'est très très bien. Il faut changer de position. Il faut pas oublier des gens sur le côté. Donc du coup, pour éviter ce type de désagrément, souvent au lieu de mettre vraiment en décubitus latéral, avant on disait surtout qu'il fallait mettre les positions en décubitus latéral, à droite ou à gauche, c'est-à-dire bien positionner la personne couchée sur le côté. En fait, il vaut mieux mettre les personnes en position 3/4. On en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est surtout sur les personnes, donc comme je disais, allongées sur le côté. Le talon, souvent en position allongée. Quand on est assise, on est moins en appui, quoique, faut faire attention au repose-pied, ça peut être aussi important. Donc du coup, voilà, mais c'est souvent en position couchée, il faut faire attention au niveau des talons. Alors, l'évaluation du risque d'escarre. Il existe plusieurs échelles d'évaluation. Le tout, en fait, est de se baser sur un recueil de données cliniques de la personne, que ce soit au niveau de son état général, de son état nutritionnel, de la présence ou pas de l'incontinence. Enfin, il y a tout plein de critères en fait qui vont permettre d'évaluer dès l'admission d'une personne, d'évaluer le risque d'escarre, savoir si c'est quelqu'un qui est potentiellement sujette à un risque d'escarre ou non. Des personnes qui vont avoir aucun trouble nutritionnel ou d'incontinence ou qui vont se déplacer facilement seront moins sujets à déclarer les escarres. Mais après, voilà, c'est en fonction donc du coup de son état clinique. On va être davantage vigilant et on va mettre en amont du matériel qui vont permettre d'être un peu plus préventif. Donc au niveau des échelles, il y a par exemple la Norton, la Braden et la Gonesse que on va regarder, enfin que nous allons voir tout à l'heure. Alors, il y a l'échelle de Norton dans un premier temps, qui se base sur 5 critères, dont la condition physique dans un premier temps. Alors, on va pouvoir noter, savoir si la personne a une bonne condition. Donc c'est pareil, chaque critère va avoir être noté sur 4 points. Donc une personne qui a une mauvaise condition physique va avoir 1 point. Une pauvre 2 points, moyenne 3 et bonne condition 4 points. Au final, sur ces 5 critères, on va mettre une note, un score, et en fonction, si le score est important, ça veut dire que la personne présente un risque moindre de déclarer une escarre. Par contre, si le risque est inférieur, par exemple ici à 16, le risque est plus élevé. Voilà. Donc du coup, ça va nous donner une bonne indication sur le risque potentiel de déclarer une escarre et surtout savoir s'il faut mettre ou pas des actions en place en amont. Donc il y a la condition physique, la condition mentale, c'est si une personne est très éveillée ou plus ou moins endormie, voire comateuse, stuporeuse. L'activité, si c'est une personne qui déambule, qui est en fauteuil ou qui est couché. La mobilité, savoir si c'est quelqu'un qui se mobilise très très bien. Même alité, hein, on peut être alité mais pouvoir se mobiliser dans le lit sans aucune difficulté, de façon autonome et aussi spontanée. Donc, donc mobilisation complète ou immobile. Et après au niveau de l'incontinence, savoir si c'est une personne continente ou incontinente. En fonction, donc du coup on a le score et donc les actions à mener. Il y a l'échelle de Braden qui, elle, comporte 6 critères. Pardon. Pareil, il y a des points sur chaque critère et en fonction, on mettra les actions en place. Donc là, ça se base sur la sensibilité, savoir si c'est quelqu'un qui a une sensibilité effective ou pas, ou du coup si aucune sensibilité.
l'humidité, savoir si problème de continence, donc activité, pareil, donc il y a les critères, c'est assez explicite. La mobilité, la nutrition, donc ça prend en compte en plus l'état nutritionnel, celle-ci, et s'il y a un problème de frottement, quelqu'un qui se frotte, qui descend dans son fauteuil, qui est toujours en train par exemple, de s'avachir, donc du coup au final il va y avoir des frottements au niveau des fesses. Quelqu'un qui n'arrête pas de glisser dans son lit, pareil, il peut y avoir un problème à ce niveau. Donc voilà, cette échelle. Il y a aussi l'échelle Gonesse, donc qui elle contient donc 6 critères, chacun noté sur un score de 0 à 3. Ici, c'est l'inverse des autres échelles. Plus le score est bas, moins le risque est important. Plus il est haut, plus le risque est important. Donc, les différents critères sont l'état général, l'état nutritionnel, l'état psychique, la capacité de mobilisation, l'incontinence et l'état cutané. Voilà, vous jeterez un œil pour être sur pause. Donc à ce niveau, donc on obtient un score en fonction, on a un risque modéré, risque important ou risque très important. Et en fonction de ça, donc on mettra des actions en place. Comme je disais tout à l'heure, il existe différentes échelles. Là, j'en ai présenté que 3. Il en existe davantage. On n'utilise qu'une seule échelle, hein, pas la peine d'utiliser 50 échelles. Une seule validée par la structure. Et donc du coup, voilà, à l'évaluation de la personne, on met des actions en place comme ça. Mais il faut réactualiser les échelles si la personne vient à se dégrader ou autre, si son état général se décline, pardon, il faudra peut-être réactualiser et puis pouvoir mettre les actions en place en fonction du nouvel état général. Alors on classe les escarres par stade d'évolution. Donc on a le stade 0 où on est face à une personne à risque. Donc sur les échelles on a vu que le risque était présent, mais qui ne présente pas de réelle plaie pour le moment. Juste vont apparaître les zones rouges qui vont disparaître lors des préventions d'escarres. Donc là, il n'y a pas de lésion présente. Stade 1, on est sur une rougeur qui apparaît, un érythème, qui est persistante quand on fait une prévention. Alors, pour évaluer une escarre, quand on est sur une zone rouge, on va faire une pression. Alors, on appelle ça de la vitropression parce que logiquement, on fait ça avec un petit morceau de verre, une petite vitre, qu'on va appuyer sur la zone rouge. Donc, on va se le présenter comme ça. Là, imaginons, j'ai mon coude rouge. Si j'appuie sur mon coude, donc il va y avoir, là, je ne sais pas si ça se voit, là, en appuyant, je vais interrompre la vascularisation. Alors, donc, ah ouais, voilà, ça se voit à peine. Ça va d'abord être blanc, et ensuite ça va passer au rouge. Donc, c'est-à-dire que là, en comprimant, j'ai chassé le sang des capillaires. Donc, du coup, au final, j'ai bloqué volontairement la circulation du sang. Donc, c'est pour ça que pendant quelques secondes, alors moi, c'est beaucoup plus rapide parce que je vais bien, mais donc il va y avoir une zone blanche qui va apparaître. Et ensuite, pof, la vascularisation se refait et je vais reprendre moi une couleur normale. Une personne qui va être à ce stade-là, une étape de rougeur. Si on relâche le doigt, là, ça devient blanc et ensuite ça devient rouge. Là, on va être sur un stade 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'escarre. Par contre, si j'appuie et que ça reste rouge, on ne passe pas par l'étape blanche. Ça veut dire que là, on est sur un stade 1. Donc, on est sur une rougeur persistante. J'espère que j'ai été clair. Donc, du coup, là, c'est le stade 1 de l'escarre, c'est-à-dire que là, on est sur l'érythème. Alors, juste quand même pour info, pour voir un petit peu, au niveau de la peau, il existe différentes couches de tissu. Donc là, on a l'épiderme, ça correspond vraiment à la partie superficielle de la peau. Le derme, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc
Ensuite, on a les tissus adipeux, tissus graisseux, là où il va y avoir tout ce qui est capillaire. Les tissus mous, ça peut être les muscles et les os. Donc, qui est dessous en dessous, on voit qu'on a une saillie osseuse ici. Donc, voilà. Ensuite, on va être sur le stade 2 de l'escarre. Une dermabrasion. Il y a l'épiderme seul qui est touché. On commence à être sur le derme, mais juste la partie superficielle. Ça va être la phlyctène ou la dermabrasion quand la peau qui a sauté. Donc du coup, voilà, on est juste sur la phase 2 ici. Donc ensuite, on a la phase 3. Le derme est touché. Donc on a une plaie qui se creuse. Euh, les tissus dessous commencent à se nécroser. Et ensuite, on va avoir la phase 4, la phase qui est plus importante, la dernière évolution de l'escarre. C'est vraiment une escarre très profonde. Ça peut atteindre les muscles, ça peut atteindre les os. On peut avoir des os complètement nécrosés, des os qui se délitent aussi quand on fait un pansement. Ça peut être des os qui tombent, des morceaux d'os qui tombent aussi. Donc on va retirer des morceaux d'os de la plaie. Alors du coup, on va être sur le stade 0. On va essayer de prendre exemple sur des photos. Donc, stade 0, on voit qu'ici, on a une rougeur au niveau sacrum. Comme je disais tout à l'heure, on va appuyer avec le doigt pour voir un peu où ça en est, si on est sur une rougeur persistante ou pas. On appuie et paf, on voit que ça devient blanc. Donc on a arrêté la circulation sanguine. Et juste après, ça se recolore, donc on redevient sur du rouge. Donc du coup, on va faire une tache blanche qui va apparaître, une marque blanche, et hop, ça se recolore en rouge. Donc là, on n'est pas sur une escarre réellement, pas du tout même. On n'est pas sur une escarre, on va être sur, bon, certes, un problème d'appui, mais il n'y a pas de plaie. Donc, c'est tout à fait réversible. Il suffit de faire des préventions d'escarre, de faire des effleurages. Donc, on va mettre en place aussi des actions, c'est-à-dire peut-être des positionnements, on va mettre en place des coussins anti-escarre, des matelas anti-escarre, on va essayer de lever la personne si c'est possible, en tout cas on va changer de position. Pour l'effleurage, on prend un produit huileux et on va pouvoir masser. Ça va être de l'huile de massage, ça peut être de, de liniment, enfin voilà, on va faire des effleurages qui vont permettre de revasculariser un petit peu les capillaires qui sont superficiels. Alors là, on a un talon qui est rouge. On va appuyer sur le talon et malheureusement, il n'y a pas de taches blanches qui apparaissent. Ça, donc une rougeur persistante, on appelle. Alors au final, ici on est sur un stade 1 d'escarre. L'escarre est avéré, on est vraiment sur une atteinte cutanée. Donc là, on va arrêter les préventions d'escarre, on va arrêter, non, on va arrêter les effleurages, on va pas masser les jambes, les talons ici. On va être surtout sur des actions préventives, c'est-à-dire des levées d'appui, on va être des changements de position, du matériel de positionnement avec des coussins ou autre. Maintenant, ça s'aggrave. On a une phlyctène ici, on a une dermabrasion ici, on est sur une escarre de type 2. Voilà. Donc, déjà au stade 1, on a arrêté les effleurages. Donc là, autant dire que voilà, on ne va surtout pas. Le problème là, si on masse, ça va faire ce qu'on disait tout à l'heure, des zones de friction en plus. Les capillaires vont du coup être cisaillés et la circulation se fera encore moins bien. Donc on met des pansements de protection et on lève les appuis. Alors, on arrive aux choses sérieuses. Désolé pour les plus sensibles d'entre vous. J'ai mis quand même des photos assez soft, hein. J'ai essayé de pas non plus mettre des choses trop dégueu. Donc, on est sur une plaie qui commence à se creuser. Alors, on voit un petit peu au niveau ici des fesses. Voilà, au niveau des talons, on est sur une plaie. On voit avec des tissus qui sont dessous qui commencent à se nécroser.
Alors j'ai mis surtout de la fibrine hein, pour être moins agressif visuellement, on va dire. Mais voilà, on est sur des plaies qui se dégradent, on est sur un stade 3. Là pareil, on est sur des soins infirmiers. Euh, on, on est sur des pansements complexes. Et maintenant, le stade 4, je vais vraiment être soft, hein, j'aurais pu mettre des photos même plus dégueulasses quand même. J'ai pas osé. Donc on est sur une plaie, le sacrum ici, qui se creuse. On l'a sur le tissu musculaire. On peut des fois toucher l'os du sacrum. Voilà. Ici, bon, ça semble pas très profond, mais on est en contact avec l'os ici. Donc voilà, ça peut être bien plus grave parce qu'au final, là, les tissus vasculaires sont touchés, bien sûr, et quand il y a une infection, ça peut être gravissime, ça peut se propager dans la circulation générale. Si on ne traite pas ces plaies de façon adaptée, elles peuvent se dégrader, donc d'une part localement, et de façon plus générale avec une infection généralisée. Alors les soins, en fait le but de nos soins avant tout est préventif. On est dans le but d'éviter l'apparition d'une escarre. Donc comme on disait, ça apparaît surtout quand une personne est limitée dans ses mouvements, avec une altération de la vigilance ou de la conscience, des fois même les deux. Les personnes maigres, les personnes cachectiques vont avoir des saillies osseuses proéminentes, ça on l'a déjà dit. Et ah si, il faut être surtout vigilant sur des personnes même qui nous paraissent plutôt peu dépendantes, relativement autonomes sur les soins. Des fois, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises et quand on va aborder une toilette, juste comme ça pour aider parce que bon, on est là, on se dit bon allez, je vais vous aider. Et en fait, on va voir que ben, déjà les personnes ont déjà des lésions. Donc du coup, faut malgré tout essayer de trouver des astuces pour pouvoir évaluer régulièrement. Alors, comme je le disais, notre rôle est surtout préventif dans un premier temps. Donc, d'abord, notre rôle est d'identifier en fait les différents facteurs de risque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les personnes qui sont plus sujettes à déclencher des escarres. Donc, ensuite, on va diminuer la pression quand il y a des lésions qui commencent à se former, des problèmes cutanés qui vont commencer à apparaître. Ensuite, on va utiliser des différents supports matériels. On observe l'état cutané quand même régulièrement. On fait des évaluations régulières. On maintient une hygiène de la peau, c'est super important. On assure bien sûr un équilibre nutritionnel parce que du coup, pour pouvoir avoir... déjà, si on a une plaie, on a besoin de calories pour pouvoir guérir cette plaie. Le corps a besoin de créer en fait de la matière, donc du coup a besoin d'un apport calorique. Donc du coup, on a déjà quand une plaie est présente ce côté-là. Ensuite, pour éviter qu'il y ait une plaie, justement, il faut éviter que les personnes soient en appui sur des lésions osseuses. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui est amaigrie va avoir des os proéminents, donc du coup davantage de possibilités d'être en appui sur les os. Donc du coup, au final, on va essayer de faire en sorte que les personnes ne s'amaigrissent pas trop. Ou ne s'amaigrissent pas du tout, même, si possible. On est à domicile, on va essayer de faire participer la famille à la prévention d'escarres. Donc, en tout cas, on va essayer de leur inculquer, on va dire, l'importance de la prévention d'escarres. Donc, si les familles sont participantes aux soins, en tout cas sont assez vigilantes, on peut peut-être essayer de leur montrer comment faire des effleurages au niveau des talons, au niveau du dos, au niveau des coudes, pourquoi pas les sacrums si il n'y a pas de gêne à ce niveau. Des fois à domicile il y a des familles qui font des échanges, donc du coup on peut les solliciter pour ça à ce niveau aussi. Les personnes elles-mêmes, on peut essayer de leur parler de l'importance de changer de position elles-mêmes.
Donc pourquoi pas mettre en place des roulements au niveau des mobilisations. Donc rester 2 heures sur le dos, 2 heures sur l'un côté, 2 heures sur l'autre. Il y a des personnes qui savent très très bien le faire. Ou quand elles sont alitées, de ne pas hésiter à les solliciter, en tout cas de leur rappeler qu'il faut se remobiliser régulièrement, comme je viens de le faire, et assurer la continuité des soins. Donc bien sûr, nous ne sommes pas seuls à travailler, donc il faut tracer et transmettre aux collègues les différentes difficultés qu'on a pu rencontrer au niveau cutané pour une personne. Alors on va essayer de diminuer la pression des différents points d'appui. Donc dans la mesure des possibles, on va essayer de lever les personnes au fauteuil. Le but est de verticaliser d'une part, donc de se remettre en position debout ou en tout cas assise, c'est la position de l'homme en fait. On n'est pas, nous ne sommes pas des gens. L'homme n'est pas couché, il n'est pas fait pour être couché, il est fait pour être debout. Donc du coup, on va essayer de reprendre la stature, la position, on va dire normale. Donc si possible, on va pouvoir reprendre la marche. En tout cas, le but, voilà, est vraiment de ne pas rester tout le temps dans la même position, notamment la position couchée, comme on peut avoir sur les personnes dépendantes, grabataires ou autres. Donc, si on est face à une personne grabataire qui reste couchée, on va essayer de varier les positions. Donc, bien sûr, ça c'est en fonction de l'état de la personne. Des fois, il y a des personnes qui n'auront pas besoin de mettre en place ces changements de position, mais d'autres où nous allons devoir faire en sorte que cela soit mis en place. Donc, quand c'est le cas, toutes les 2-3 heures, il faudra varier les positionnements, que ce soit sur le dos ou en position 3/4 à droite ou à gauche. On ne parle plus forcément de décubitus latéral, parce que là, le décubitus latéral, on est vraiment couché sur le côté, comme une PLS en fait, hein. Et donc du coup, quand on est couché sur le côté, on a les saillies osseuses du côté du bras, que ce soit l'épaule, que ce soit le coude. On a au niveau, je ne sais pas si ça va se voir, on peut avoir ici le trochanter, on peut avoir les genoux sur le côté et les malléoles qui vont être exposées quand on est en position décubitus latéral. Donc du coup, quand on est en position 3/4, ça sera plus favorable parce qu'on n'est pas tout à fait sur le trochanter, on n'est pas tout à fait, bon le coude un petit peu, mais voilà, on n'est pas tout à fait sur la malléole ni sur le talon. Donc du coup, au final, on décharge un petit peu les points d'appui. Après, c'est pareil, il ne faut pas rester non plus trop longtemps sur cette position, donc il faudra alterner. Personne qui est à haut risque d'escar. On va faire en sorte qu'elle ne soit pas plus de 2 heures assise non plus, pareil, parce que on va être vraiment encore plus à haut risque au niveau du sacrum et des ischions. Voilà. Les supports par rapport à la prévention d'escar, c'est le matériel qu'on va utiliser pour prévenir ces escars. Donc il va y avoir les matelas. Alors, ils vont pouvoir être statiques, c'est-à-dire que en fonction de l'évaluation qu'on aura fait de la personne, on mettra en place soit des matelas classiques, on va dire à mousse, ou des mousses à mémoire de forme. Après, ça peut être aussi des matelas dynamiques, c'est tout ce qui est matelas à air pulsé avec le moteur qui va envoyer, qui va gonfler des boudins en fait du matelas à des moments différents, qui vont permettre d'avoir un mouvement du matelas et de varier les points d'appui à ce niveau. Alors, il peut y avoir aussi les coussins qu'on va mettre sur les fauteuils, sur les assises, qui peuvent être à mémoire de forme également. Donc du coup, l'avantage du coussin mémoire de forme, c'est qu'il va épouser vraiment la forme intégrale des fesses et donc ne pas être sur un seul point d'appui, mais du coup en fait répartir le poids sur toute la surface d'assise. Ensuite, il y a également aussi les coussins à air, ça va être des petits picots au niveau de l'assise qui vont du coup avoir cette fonction de, pareil, de répartir un petit peu la pression. Donc ça va être au niveau de l'assise.
Au niveau de la personne couchée, on va pouvoir utiliser des coussins ou des traversins de positionnement. Ce que j'appelle les traversins, vous savez, c'est les grands coussins en S là, qui permettent de caler la tête, de caler le long du dos, de passer entre les jambes. Ça permet en fait d'aider au positionnement en latéral, mais ça peut être aussi bien les traversins, les oreillers qu'on aura à domicile. Voilà. Le but, c'est de trouver un positionnement, de pouvoir mettre en décharge la personne au niveau des points d'appui. Les arceaux de lit, alors, enfin, un arceau, parce qu'on n'utilisera qu'un seul par personne en général. Donc, il faut y penser, on n'y pense pas toujours. Le poids des couvertures peut être pas forcément important pour nous qui bougeons sans cesse dans le lit, mais une personne qui ne bouge pas, en fait, la couverture va toujours être en appui sur les orteils et donc créer des lésions au niveau de la pointe des orteils. Donc, il faut penser à mettre un arceau à ce niveau. Alors, les protèges de barrières, on met des barrières parce qu'on a peur que la personne tombe. C'est très bien, plus ou moins, enfin, ça se discute. Mais quand la personne est couchée, des fois elle peut se mobiliser et se mettre en appui contre la barrière. Donc du coup, un protège-barrière, pardon, peut être un des supports, même si c'est pas ça qui va forcément toujours prévenir de façon idéale l'escar. Là, il faut être vigilant et repositionner la personne, surtout quand on la voit dans cette position. Alors, on observe l'état cutané de la personne, donc on va détecter les signes précoces d'altération cutanée, c'est-à-dire que dès qu'on voit une rougeur sur un point d'appui, on va faire le test, ce que je disais, la vitropression, c'est-à-dire qu'on va appuyer et, alors je me répète, hein, mais bon, c'est pour que ça rentre. Donc du coup, on fait le test, on appuie, si c'est rouge, on appuie, ça devient blanc et ça se recolore en rouge, on n'est pas sur un escar, on peut faire un effleurage. Si ça reste rouge quand on appuie et que on ne passe pas par la phase blanche, donc on est sur une escarce de stade 1, donc on ne fait plus de massage parce que le risque de cisaillement est trop important pour les petits capillaires. Donc on va mettre un pansement protecteur et on va décharger. Ensuite, on va, s'il y a une ulcération superficielle, type d'escoriation ou fictène, donc du coup on est sur une phase 2, on va mettre un pansement hydrocellulaire, c'est-à-dire que ce soit un Mépidex, un Alvin ou autre, un pansement donc du coup protecteur. Euh, Au-delà de l'escar de stade 2, on va être vraiment sur les soins infirmiers, purement infirmiers. Pansement plutôt complexe, donc du coup il faudra mettre des pansements spécifiques pour pallier un petit peu à la perte de substance, pour pallier aux exsudats, aux odeurs, enfin tous les différents problèmes qu'il peut y avoir aussi à l'infection. Donc du coup voilà. Dans tous les cas, dès que vous êtes face à une rougeur persistante, donc du coup un stade 1 pardon, de l'escar, il faut prévenir bien sûr l'infirmier ou l'infirmière, tracer dans le dossier et alors si possible prendre une photo, l'intégrer au dossier si c'est possible. Du coup ça va nous permettre d'avoir une base et de voir si la plaie s'élargit ou pas. Donc du coup voir un petit peu comment évolue cette plaie. Important donc aussi maintenir l'hygiène de la peau. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur les différentes échelles d'évaluation de la plaie, il était noté de savoir si la personne était continente ou pas. L'incontinence, le problème c'est que il y a un risque de macération. Donc, qui dit macération, on dit que déjà une peau fragile et pour peu qu'on rajoute un peu de pression dessus, l'escar n'est pas loin. Donc, on va faire des toilettes quotidiennes à la personne, précautionneuses pour pouvoir être vigilant à tout ce qui est trouble cutané. Pas frotter non plus, donc pas faire des gros massages, parce que le but non plus quand on fait une prévention d'escar, ce n'est pas un massage. Alors, des fois on voit, il faut activer, voilà, on va bien masser, non c'est pas le but. Là on risque de cisailler justement au niveau des capillaires. Donc là on va faire de la prévention, donc c'est un effleurage doux mais suffisant donc du coup pour activer les capillaires, la circulation veineuse. Donc, on maintient donc une bonne hygiène cutanée.
On renouvelle bien sûr cette hygiène lors d'échange s'il y a une souillure. Si la personne transpire, bien sûr, on repasse un coup de fraîcheur, au moins un coup de gant mouillé pour en fait nettoyer du coup cette transpiration, mais surtout du coup pour pouvoir sécher. Il faut que la peau soit sèche. Et dans l'idéal, on va isoler des urines et des selles. Alors, isoler des urines, on va le faire avec un péniflo pour les messieurs. On peut le faire pour les dames, bon pour les messieurs aussi avec une sonde urinaire. Alors, on est surtout sur une étape où la personne a une escarre. On va pas mettre une sonde urinaire sur des personnes à risque forcément, mais quand on a une escarre qui est présente, qui est assez avancée, on va pouvoir mettre ce type d'appareillage du coup pour pouvoir isoler les urines. Le but est de pouvoir avoir un pansement qui soit toujours sec et donc de pouvoir éviter que ce pansement se souille de par les matières. Les selles, pareil, on va mettre un change en place si c'est quelqu'un d'incontinent. On va essayer d'isoler cette lésion avec des crèmes type pâte à l'eau. Alors ça peut être oxyplastine, ça peut être alloplastine, ça peut être le Colvin Protact, peu importe le type de crème qu'on a. Vous savez, c'est les grosses pâtes blanches là qu'on utilise, les pâtes à l'eau. Ça va permettre de protéger un petit peu ces zones un peu à risque. Pareil, là on n'est pas sur des là par contre ouais, on n'est pas sur des grosses lésions déjà existantes. On ne pourra pas forcément isoler avec la pâte à l'eau sur une escarre de type 2, 3 ou 4. On va pouvoir protéger un petit peu le tour de la plaie, mais voilà, là on sera plutôt sur des pansements qui sont mis en place. Pareil, quand on a une plaie, un pansement et qu'il est souillé par les selles ou les urines, on n'aura pas d'autre choix que de refaire un pansement, donc il faudra prévenir l'infirmier ou l'infirmière qui sera présente pour pouvoir refaire les pansements. L'effleurage, comme je le disais, le principe est d'utiliser un corps gras, donc que ce soit de l'huile, de liniment, enfin peu importe ce qu'on va utiliser, hein, donc on va l'utiliser face à une rougeur non persistante à la pression. Donc du coup, le fameux stade 0. Ou alors, même une personne qui n'a pas d'escarre, c'est pas parce qu'elle n'a pas d'escarre qu'il ne faut pas faire d'effleurage. Au contraire, le but c'est d'éviter qu'il y ait un nez. Donc en faisant ces massages, c'est pas massages, c'est pas des massages, ces effleurages, on va favoriser la microcirculation sanguine. Donc du coup la circulation des tissus. Alors, on n'est pas sur un pétrissage, comme je disais. Donc, on va utiliser la paume de la main, les doigts, mais les doigts à plat. On n'est pas sur des massages comme ça. On n'est pas voilà, sur un malaxage. On va vraiment utiliser donc les parties plates des mains et des doigts, justement pour pouvoir masser, mais de façon superficielle, la peau. Alors, les conséquences des escarres, d'abord la douleur physique. Les escarres, ça peut faire mal. Du coup, quand on a mal, on va moins se mobiliser pour éviter justement d'être en appui. On va se mobiliser un peu moins. Les personnes qui ont des escarres, des fois, vont rester alité. Le problème, c'est qu'en restant alité, on peut compliquer l'état des plaies parce que justement, on va être en appui sur les plaies. Donc, les plaies vont s'aggraver, ce qui va entraîner des douleurs. Donc, ce qui va entraîner encore une diminution des mobilisations, et ainsi de suite. Donc, il faudra essayer de pallier à tout ça. Alors, la douleur physique liée à la plaie en elle-même, après, liée aux soins, ça va être des soins qui peuvent être douloureux aussi. Quand on est sur une phase 2, 3, voire 4, on va être sur les soins, donc des plaies à nettoyer. On va nettoyer l'intérieur de la plaie. On peut être amené à détercer, c'est-à-dire retirer les chairs mortes de la plaie. Ça peut être des soins très douloureux. Donc, du coup, on va être confronté à ce type de douleur aussi. Les positionnements aussi, donc du coup on peut vouloir bien faire, mettre sur un positionnement, mais s'il n'est pas adapté, si il n'est pas fait comme il faut, ça peut créer des douleurs en plus.
La douleur physique peut avoir des conséquences sur l'humeur, sur l'appétit, sur le sommeil, comme on en avait parlé sur l'inflammation, sur la douleur. Donc, tout ceci va avoir un impact aussi sur la cicatrisation, enfin, notamment par rapport à l'appétit. Donc, voilà, ça va être un peu compliqué à ce niveau pour les personnes. La douleur psychologique est aussi très très importante. Ça va être une altération de l'image de soi, un sentiment de dégoût. Imaginez d'avoir sur soi toujours une odeur de chair pourrissante, de chair morte. Ça peut donner une impression d'avoir une charogne sur soi, parce que c'est vraiment ça, ça va être des douleurs très très fortes à ce niveau. Donc voilà, savoir qu'on a une plaie aussi, ça va avoir un sentiment de honte, donc du coup un impact sur les relations sociales. Il y a des personnes qui, même si la plaie ne se voit pas, eux savent qu'ils ont une plaie, donc du coup vont croire que les gens ne voient que ça, et donc du coup vont limiter leurs interactions justement par peur que les personnes ne se rendent compte. Imaginez en plus que là-dessus c'est greffe l'odeur, donc du coup ils vont faire en sorte que les gens n'aient pas à ressentir tout ça. Donc c'est un peu embêtant. Une dépendance aux soins, les journées s'organisent autour des soins, c'est-à-dire que l'infirmier passe à 11 heures, on va dire, et bien en fait tout va s'imbriquer par rapport à ça. Que ce soit l'heure du lever, l'heure du petit-déj, l'heure de la toilette, enfin l'heure des soins, pour peu qu'il y ait des auxiliaires de vie qui interviennent, pour peu qu'il y ait des visites, le kiné ou autre, tout va s'impacter par rapport à l'heure de passage des soins pour la toilette. Alors il peut y avoir une anxiété, une angoisse. On sait que le soin peut être douloureux. Alors si en plus on sait que l'infirmière va arriver à 11 heures pour faire un pansement qui va être douloureux, la personne va penser tout le temps à ça. Donc va appréhender du coup le soin qui va être douloureux. Une angoisse aussi parce que on a une perte de matière, une perte de substance, savoir un petit peu comment ça va évoluer. On ne sait pas si la plaie va se guérir, si la plaie va se dégrader encore plus. Une plaie du talon, du pied, peu importe, peut amener à une amputation aussi, si on n'arrive pas à la guérir. Donc voilà, on peut avoir tout ce type d'angoisse qui peut arriver. Et tout ceci peut entraîner une dépression aussi, pour peu qu'on soit déjà fragilisé, même une personne non fragile, on est contraint à des pertes, on est limité à tout ça, et donc on va être plus enclin à déclencher une dépression. Alors les escarres exposent à des complications. Il peut y avoir le retard ou l'absence de cicatrisation. Ça, c'est un peu compliqué à vivre. Des plaies qui se chronicisent, qui durent très longtemps, des mois, voire des années, sans savoir si réellement ça va pouvoir cicatriser. Donc, du coup, l'impact psychologique est important. La grammatisation, petit à petit, les gens vont devenir de plus en plus dépendants du fait d'une mobilisation moins importante ou d'un alitement qui va s'installer ou se prolonger. Donc du coup, petit à petit, les gens vont devenir de plus en plus grabataires. On va s'exposer à des positions vicieuses qui à la base sont des positions de confort pour éviter les douleurs. Mais le problème c'est que si on n'y prend pas garde, nous soignants, mais les gens vont se retrouver dans des positions rétractées, ou en tout cas des angles de positionnement d'un membre qui vont être pas bons et qui vont exposer davantage à des saillies osseuses, donc du coup être plus à risque au niveau SK. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, nous, notre rôle, il faut essayer, quand on fait la toilette, quand on fait les soins aux personnes, de bouger un petit peu les membres, travailler un petit peu les articulations. Déjà, ça peut aider un petit peu. Ce ne sera pas forcément suffisant, mais en tout cas, ça va pouvoir limiter un petit peu. On a une plaie, quand on est sur un stade 3-4, qui va pouvoir s'infecter malheureusement. Quand il y a une plaie qui est infectée, le risque c'est que la cicatrisation va être
retarder encore plus. Donc ça, c'est le côté moins méchant quand on a une plaie qui se retarde, mais malheureusement, ça peut s'affecter encore plus et donc du coup passer dans la voie générale. Donc ce qu'on appelle une septicémie, c'est une infection généralisée plus ou moins. Donc c'est quand les bactéries passent dans le sang. Donc là, on peut être sur une étape pas encore trop méchante, ça peut se traiter par antibiotiques, par voie générale, que ce soit par comprimé ou par injection d'antibiotiques, par perfusion, mais on peut aller jusqu'au choc septique, c'est-à-dire qu'en fait, là, l'infection est vraiment généralisée, le corps est en grosse souffrance, on peut arriver jusqu'au coma et au décès. Donc voilà, ça peut arriver. Le risque hémorragique aussi existe, c'est pas le plus courant heureusement, mais ça peut arriver. Moi j'ai l'exemple d'une personne qu'on avait prise en charge dans mon ancien travail, où il avait un escarre au niveau du sacrum, mais un monsieur paraplégique. Malheureusement petit à petit l'escarre s'est développé et les os ont fini par être rongés par la nécrose, les os du fémur. Et si bien qu'un jour, sur les transferts, les os étaient tellement devenus tranchants, mais ils ont tranché en fait l'artère iliaque, et au final, la personne s'est vidée de son sang. Sur un transfert, c'est un monsieur qui se faisait lui-même ses transferts du lit au fauteuil, du fauteuil au lit aussi, et sur un transfert, l'os a tranché l'artère, et il est décédé en quelques secondes, voire quelques... Nous, on n'était pas présents, mais en tout cas, on a retrouvé le monsieur dans une mare de sang. Ça peut arriver. Heureusement que c'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, ça y est. J'ai fini de faire mon topo sur les escarres. Bon, il y aurait eu beaucoup plus de choses à dire, mais voilà, au moins c'est de façon assez complète en tout cas. Ce que nous on peut avoir à traiter en termes d'escarres. Comme je le disais, je le répéterai jamais assez, on est avant tout sur de la prévention. Le but est d'éviter toutes ces escarres et toutes ces complications. Voilà. Allez, bon courage à vous.